Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant le chapitre de SES, comment est structurée la société française actuelle, un chapitre de sociologie qui se montre relativement long et assez complexe. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Donc voici le plan, donc un plan en 4 parties. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première partie. Quels sont les facteurs qui structurent et hiérarchisent l'espace social? Donc, tout d'abord, il faut établir quels sont les critères de différenciation dans l'espace social. L'espace social, c'est notre société. Donc, un critère de différenciation est un critère qui permet de différencier des groupes au sein de la société et qui a une influence sur les comportements et la représentation des acteurs. Donc voilà, il y a plein de critères qui permettraient de différencier des groupes sociaux, enfin des groupes au sein de la société, par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux, mais ça n'a pas une influence sur les comportements et la représentation des acteurs. Donc, on va se concentrer sur des critères de différenciation précis. Vous pouvez les voir juste ici. On a par exemple le sexe, la catégorie socio-professionnelle, donc les PCS, ou encore le diplôme par exemple, qui vont avoir des vrais impacts sur les comportements des individus, notamment par exemple sur leur mode de vie, leur goût, notamment. Maintenant qu'on a vu ça, on peut passer directement à la partie 2. Comment a évolué la structure socio-professionnelle en France dans les années 60? Donc, la structure socio-professionnelle, c'est la répartition des classes sociales dans les différents emplois. Donc, on a d'abord la salarisation de l'emploi. Donc, qu'est-ce que c'est la salarisation? C'est l'augmentation de la part des emplois salariés depuis les années 60. Le salarié, c'est celui qui signe un contrat de travail et qui donc naturellement va travailler pour quelqu'un d'autre. Alors vous pouvez voir sur le graphique juste ici, la part de l'emploi salarié depuis les années 70 jusqu'à 2015. Donc on peut voir qu'en 1970, cette part est de 20% et qu'en 2015, elle est de 10%. Donc il y a eu une nette baisse. Alors pourquoi cela? Eh bien c'est parce que la plupart des indépendants, comme vous pouvez le voir, c'était des petits commerçants et des petits agriculteurs. Cependant, les évolutions économiques ont entraîné la disparition de ces emplois. Alors dans le cas des petits commerçants, ils ont disparu du fait des centres commerciaux, et dans le cas des petits agriculteurs, ils ont disparu du fait de la concentration des exploitations agricoles qui a fait disparaître tous les petits exploitants, du fait notamment de ce qu'on appelle l'agriculture intensive. On a également l'attrait du salariat qui a attiré de grands nombres d'indépendants vers le statut de salarié parce qu'il permet notamment l'accès à la protection sociale. Donc voilà, on a plusieurs exemples de ce qu'est la protection sociale comme l'assurance chômage, la retraite et les accidents du travail. Ensuite, on passe à la tertiarisation. Donc la tertiarisation, c'est l'augmentation du nombre d'emplois dans le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est bien sûr le secteur des services, donc le secteur le plus important dans nos sociétés actuelles. Donc, pareil ici, on peut voir depuis 1970 jusqu'à 2010 la part qu'occupe le secteur tertiaire. On peut voir qu'en 1970, il occupait un petit peu plus de 40%, et qu'en 2010, il occupe, on est un peu au-delà de 2010 d'ailleurs, il occupe quasiment 80%. Donc, pourquoi cela? Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi un secteur va se réduire ou va augmenter. Donc, ça dépend de la demande. Donc, si la demande augmente, naturellement, la production va augmenter pour répondre à cette nouvelle demande et on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, il y aura plus d'emplois. De l'autre côté, si les gains de productivité sont très élevés, ça veut dire qu'on peut produire autant avec moins d'employés. Et donc, naturellement, on va réduire le nombre d'emplois. Les gains de productivité, ils sont
comme vous l'avez certainement déjà vu, liées notamment au progrès technologique. Donc, dans le cas du secteur tertiaire, il y a le premier élément qui est la forte demande. Donc, comme on l'a vu, forte demande égale plus d'emplois. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle la maladie de Baumol, qui est un terme très important qu'on va voir tout de suite. Donc, la maladie de Baumol, qu'est-ce que c'est? Donc, Baumol, c'est donc l'économiste qui a donné le nom à ce phénomène. Donc, la maladie de Baumol, ce sont que les possibilités de gain de productivité sont très limitées dans les services, car elles consistent justement en un temps de travail et de présence humaine. Donc les gains de productivité sont naturellement très limités. On a un exemple, imaginez par exemple un salon de coiffure. On se rend bien compte que c'est très compliqué d'augmenter les gains de productivité. Le seul moyen, ce serait par exemple, qu'un coiffeur coupe les cheveux de 2 personnes en même temps, mais on se rend bien compte que là, il y a une réduction de la qualité du service, donc que ce ne sont pas réellement des gains de productivité. Donc, la seule possibilité pour répondre à la demande, sachant qu'on ne peut pas faire de réels gains de productivité dans le secteur tertiaire, c'est d'augmenter le nombre d'employés. Et ça explique pourquoi dans le secteur tertiaire a connu une telle augmentation. À présent, on a le niveau de qualification. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, simplement que le niveau de diplôme des salariés a grandement augmenté depuis les années 60 et que les emplois dits qualifiés ont aussi augmenté. Donc un emploi qualifié, c'est un emploi qui nécessite un certain niveau de diplôme. On peut le voir là aussi très bien avec le graphique, juste ici. Donc, on peut voir notamment les cadres supérieurs, qui en 1982 représentaient environ 8% des catégories socio-professionnelles dans l'emploi total, et qui, en 2018, représentent environ 18%. Donc une très nette augmentation des cadres sup qui sont les emplois les plus qualifiés sur ce graphique. Donc pourquoi cela? Là aussi, il y a plusieurs explications. La première, c'est bien sûr l'augmentation générale du niveau scolaire, avec notamment un accès au bac qui s'est beaucoup démocratisé, mais ça, on le verra dans un prochain chapitre. Et deuxièmement, l'accélération du progrès technique qui nécessite du personnel plus qualifié. En effet, il y a eu un grand nombre d'innovations et aujourd'hui, on a besoin de personnes qui savent utiliser ces outils. Prends par exemple l'exemple des ordinateurs, par exemple, qui n'existaient pas dans les années 60, qui étaient très peu utilisés. Et bien aujourd'hui, tout le monde doit savoir se servir de cela. Et enfin, la féminisation des emplois. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'activité des femmes et leur part dans l'emploi augmente à partir des années 60. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui ont un emploi, de plus en plus de femmes qui travaillent. C'est ce qu'on voit là aussi dans ce graphique. En 1970, la part des femmes est relativement peu élevée par rapport aux hommes. Et vous remarquerez qu'elle augmente très rapidement jusqu'à atteindre en 2014 quasiment le même pourcentage que les hommes. Donc là aussi, plusieurs raisons. La première, c'est ce qu'on appelle l'évolution socio-professionnelle. Donc les emplois féminisés ont connu une évolution favorable, là où les catégories très masculinisées ont eu un très fort recul, comme par exemple les ouvriers et les agriculteurs. En effet, le nombre d'agriculteurs et d'ouvriers s'est très fortement réduit. Dans un second temps, on a bien sûr d'autres raisons qui sont culturelles, notamment en Occident, avec une volonté d'émancipation des femmes. De toute façon, on est en France, donc c'est un phénomène global en Occident, une volonté d'émancipation des femmes, les mouvements féministes notamment, qui ont permis aux femmes d'accéder à l'emploi, et enfin des évolutions socio-démographiques, donc des nouveaux modèles familiaux. On peut penser notamment à la famille monoparentale, et bien sûr une maîtrise de la fécondité qui évite certaines ruptures de carrière. Bien sûr, souvent les femmes enceintes abandonnaient leur emploi, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
Qu'à présent, passons au grand 3. Quelles sont les théories classiques des classes sociales? On va s'intéresser à deux théories en particulier. Tout d'abord, la théorie marxiste, celle de Karl Marx. Donc, qu'est-ce que c'est les classes sociales selon Marx? Donc, selon Karl Marx, il y a deux choses à prendre en compte. Tout d'abord, les classes sociales sont en conflit car elles ont des intérêts contraires et irréconciliables. Donc, conflit entre les classes sociales, très important chez Marx. Et deuxièmement, tout se résume à la lutte des classes et donc à des questions de rapport économique entre groupes sociaux. Donc la lutte des classes, c'est le conflit entre les prolétaires et les capitalistes, qu'on va distinguer tout de suite. Donc les capitalistes, ce sont ceux qui possèdent les moyens de production, qui s'opposent donc aux prolétaires, eux qui ne possèdent que leur force de travail, et qui la vendent aux capitalistes, les capitalistes qui exploitent les prolétaires. Donc, chez Marx, il y a la volonté de dictature du prolétariat, c'est-à-dire que le prolétariat renverse les capitalistes. C'est bien sûr ce qu'on appelle le communisme. Autre distinction très importante chez Marx, la distinction entre classe en soi et classe pour soi. Donc la classe en soi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des individus qui appartiennent à une même classe, car ils ont une situation économique similaire, ils ont également des intérêts similaires, mais ils n'en sont pas conscients, ils ne le savent pas. Donc, un groupe de personnes qui ne sait pas qu'il appartient à la même classe. La classe pour soi, ce sont des membres d'une même classe sociale qui sont donc pleinement conscients de leur position dans l'organisation économique, qui ont des intérêts communs. Ils sont donc conscients de former une classe, c'est ce qu'on appelle l'identité de classe. Ils ont donc la capacité à s'organiser et à conduire la lutte. De l'autre côté, on a Max Weber. Alors Max Weber, il va s'opposer à Marx et donner une définition de la classe sociale qui va différer. Tout d'abord, là où Marx accordait une importance capitale à l'ordre économique, pour lui, tout se résume à des questions économiques. Selon Weber, il y a trois ordres à distinguer. Il y a l'ordre économique, bien sûr, l'ordre social, et enfin, l'ordre politique. Ces trois-là, on les explique donc juste en bas. Et également, selon Weber, le conflit entre classes sociales, il n'est ni central, ni systématique, et nécessite des conditions particulières. Donc là où Karl Marx disait que la lutte des classes, c'était le moteur de l'histoire, Max Weber, il vient réduire grandement l'importance de la lutte des classes. Donc maintenant, intéressons-nous un petit peu au graphique et à la définition des trois ordres. Donc l'ordre économique, c'est la capacité des groupes sociaux à se procurer les ressources rares. Donc bien sûr, les classes sociales privilégiées sont les plus riches. Donc, évidemment, quand on a une position élevée dans l'ordre social, quand on a un très bon emploi, on accède facilement aux ressources rares, donc notamment à l'argent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les groupes de statut, aussi appelés l'ordre social, c'est la même chose, qui renvoie avant tout au prestige social. Donc selon son emploi, on va avoir plus ou moins de prestige. Et enfin, les partis, qui correspondent bien sûr à l'ordre politique, là aussi c'est la même chose, qui renvoie au pouvoir politique la capacité d'influencer. Donc on peut regarder un petit peu le graphique. Si on s'intéresse par exemple au patron de bar tabac, on voit que sur l'ordre économique, il est très élevé. Donc ça veut dire qu'il accède assez facilement aux ressources rares, il gagne pas mal d'argent. Voilà ce que ça veut dire. Cependant, en termes d'ordre social, il est assez bas. C'est très peu prestigieux d'être patron de bar tabac. Et dans l'ordre politique, il est à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a une influence moyenne. Le journaliste, quant à lui, il est très bas sur l'ordre économique, il gagne assez peu d'argent. Au niveau des groupes de statut, il est assez intermédiaire, il a un prestige moyen. Par contre, concernant l'ordre politique, il a un très grand pouvoir d'influence.
Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que selon Weber, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on veut faire des distinctions sociales et qu'on peut très bien être placé assez bas sur l'ordre économique, mais très élevé sur un autre ordre. Voilà pour la distinction entre Weber et Marx. À présent, je vous propose de nous intéresser à la quatrième partie, la dernière. Peut-on parler de classe sociale en France aujourd'hui? C'est la partie la plus complexe. Soyez bien attentifs. Donc, des classes en soi, distance inter et intraclasse. Donc, l'existence de classes en soi, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite la forte inégalité entre les groupes sociaux, ainsi qu'une situation similaire des membres d'une même classe. Donc, à gauche, on a les arguments qui nous montrent que non, on ne peut pas parler de classe en soi aujourd'hui, et à droite, les arguments en faveur de l'existence d'une classe en soi. Donc d'abord les arguments du non. On a tout d'abord la toupie de Mendras, Mendras là aussi l'économiste qui a donné le nom à ce modèle. Ce modèle-là, il a été popularisé donc, notamment dans les années 80, et il nous montre une société en voie de moyennisation, avec une réduction de ce qu'on appelle les distances intraclasses. Donc la distance intraclasse, c'est la distance entre les groupes sociaux. Donc naturellement, ça veut dire que la distance entre les groupes sociaux se réduit. Donc c'est moins pertinent de parler de classe en soi. Donc selon ce modèle, on ne peut pas parler de classe en soi. De plus, on a également l'augmentation de la distance interclasse, c'est-à-dire la distance au sein d'un groupe. Donc, au sein d'un même groupe social, on voit de plus en plus d'écarts qui se creusent entre les individus. Donc naturellement, c'est, comme on l'a vu au début, plus difficile de parler de classe en soi. Voyons quand même les arguments pour le oui. Donc, qui vont venir invalider la toupie de Mendras. Depuis les années 90, on a donc Thomas Piketty, un économiste français, qui va montrer une remontée des inégalités. Donc ça notamment au niveau des déciles les plus riches. Et également, on a Louis Chauvel, avec le concept d'inégalité dynamique. Donc, qu'est-ce que c'est les inégalités dynamiques? C'est que l'écart entre les salaires a certes diminué, cependant, il est beaucoup plus difficile pour un ouvrier d'atteindre le salaire d'un cadre. Naturellement, là aussi, on a une augmentation des inégalités entre groupes sociaux. Je vous propose de revenir sur la distance interclasse, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui nous fait penser que cette distance interclasse, elle a augmenté. Donc d'abord, on a le fait que les statuts au travail se sont multipliés. Donc du fait notamment de la plus grande diversité des contrats de travail. Donc notamment, on a les intérimaires et les salariés en CDD, les CDD, les contrats à durée déterminée, qui ne se sentent pas dans la même situation que les salariés en CDI. Naturellement, on voit ici qu'il y a une forte différence entre le salarié qui a un contrat à durée indéterminée et le salarié intérimaire. Déjà des fortes différences de salaire qui font forcément qu'il va y avoir une différence de classe qui va se creuser. Enfin, on a aussi, deuxièmement, on a aussi le groupe ouvrier qui s'est réduit. On lui ajoute donc les employés dans ce qu'on appelle les classes populaires. Cependant, bien sûr, quand on mélange les employés et les ouvriers, il y a un écart qui se creuse. Ce ne sont pas les mêmes secteurs tout à fait. Donc, il y a une distance qui se crée, naturellement, une augmentation de la distance interclasse. Et enfin, on a une distinction entre ouvriers qualifiés et non qualifiés qui est devenue de plus en plus importante, avec notamment des écarts de salaire qui se creusent. À présent, posons-nous la question suivante. Y a-t-il identité de classe? Avec notamment la question de la classe pour soi. Donc, on a tout d'abord les arguments du non. Alors, en premier lieu, on a bien sûr une individualisation des rapports. Donc ça veut dire tout simplement qu'auparavant, là où les ouvriers pouvaient aller par exemple négocier des augmentations de salaire avec notamment l'appui du syndicat, c'est un exemple, aujourd'hui, ça se fait de manière beaucoup plus individuelle. L'ouvrier va avoir beaucoup plus tendance à aller voir directement son patron pour négocier, là où auparavant ça se faisait en groupe. On a aussi plusieurs sondages qui ont été réalisés et qui nous montrent que le sentiment d'appartenance à la classe sociale
elle a fortement baissé, donc avec un chiffre important à retenir. En 1966, 2 tiers des Français répondaient que oui, ils se sentaient appartenir à une classe sociale, alors qu'aujourd'hui ils sont moins de 50%. On voit vraiment une nette diminution. On a aussi une difficulté des ouvriers à transmettre une image valorisée de leur métier. Ça, on le voit avec des sociologues qui mènent des études et qui nous montrent que les pères ouvriers notamment ont beaucoup de mal à transmettre cette image valorisée à leurs enfants. Et que leurs enfants, une fois que eux-mêmes sont devenus ouvriers, ils vont se rattacher à d'autres identités, comme par exemple des identités liées à leurs loisirs ou d'autres identités. En tout cas, ils ont tendance à ne pas s'identifier comme ouvriers. Et enfin, on a aussi d'autres identités qui sont devenues très importantes, notamment le genre, la religion. Donc souvent, ça va rendre le concept de classe sociale très flou, parce que les gens s'attachent de moins en moins à leur emploi. Cependant, bien sûr, il y a aussi des arguments en faveur du oui, donc notamment en premier lieu le fait que chez les milieux privilégiés, l'identité, elle reste très forte. On peut penser notamment au Pinson-Charlot, donc des économistes qui ont fait, enfin des sociologues plutôt qui ont fait une étude nous montrant de quelle manière les classes sociales les plus hautes pouvaient se mobiliser afin de conserver des prix de l'immobilier assez élevés. Et également, on peut citer la phrase de Warren Buffett, qui est à retenir là aussi, et qui nous dit « Il y a une lutte des classes, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. » Donc là aussi, on voit bien une identité très forte chez les milieux les plus privilégiés. Deuxièmement, on a le mouvement des Gilets jaunes, qui a généré une forte identification. Donc là, effectivement, chez les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de classes sociales différentes. Cependant, ils ont réussi à se réunir autour d'une lutte commune, d'un projet commun et à s'identifier autour de ce projet. Donc il y a une fort sentiment d'identification qui fait vraiment un argument en faveur de la conscience de classe. Et enfin, on a la spirale des classes de Louis Chauvel, qui est là aussi présente donc à l'image, donc vous pouvez le voir juste ici le graphique. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que le déclin des inégalités, il va atténuer la conscience de classe. Cependant, dès la moindre conflictualité, ça va réentraîner une augmentation des inégalités. C'est pour ça qu'on a le terme de spirale, c'est parce que les inégalités forment une spirale et qu'on revient toujours à un phénomène d'inégalité. Ce qui est le cas actuellement, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà pour cette vidéo et voilà pour ce chapitre, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder d'autres de nos vidéos pour être plus à l'aise en SES. Merci beaucoup!